Nous sommes toujours aux 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, je reçois un invité assez particulier. Il travaille dans un secteur qui est très riche sur le continent africain, le secteur de l'agriculture. Il s'agit de M. Jean-Baptiste de la Salle Tignègré. Il est ingénieur agronome. Il est également le chef de projet et représentant de la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique de l'Ouest. Bonjour, M. Tignègré. Bonsoir, monsieur. L'agriculture reste aujourd'hui à la fois le secteur qui fournit beaucoup de devises et le secteur qui permet en quelque sorte d'employer un grand nombre de personnes sur le continent africain. Mais on a l'impression que c'est l'un des parents pauvres des plans de développement des pays africains. Absolument. Quand vous regardez un peu dans le paysage africain, les ressources, la quantité de ressources allouées à l'agriculture, on peut se poser des questions par rapport à quand est-ce que ce développement arrivera. Il faut reconnaître quand même que les pays africains font des efforts en ce moment pour attribuer des ressources conséquentes pour le développement de l'agriculture. Parce que c'est l'un des secteurs où on peut encore offrir des emplois aux jeunes, aux femmes et à toute la population. Voilà. Et grâce au développement de l'agriculture également, ça va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, l'autosuffisance alimentaire, résoudre des questions de malnutrition. Et également, l'agriculture est pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes et les femmes, et surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sujets à l'immigration, avec toutes les conséquences que cela comporte. Donc, grâce à l'agriculture, aujourd'hui, on peut résorber l'emploi. Il suffit juste d'avoir des secteurs novateurs où on fait intervenir des techniques modernes de production, des technologies modernes de production, un peu de mécanisation, et on peut arriver à installer les jeunes dans leur terroir. Voilà. Et il y a aussi la possibilité de développer un certain nombre d'entreprises. Si vous regardez toute la chaîne de valeur, là, il est possible de créer des entreprises. Quand vous parlez de chaîne de valeur, je pense à un secteur que la Côte d'Ivoire ou le Ghana ont en partage, c'est le secteur du cacao. Quand vous voyez le cacao produit en Côte d'Ivoire et au Ghana, ce qu'il rapporte au pays, ça fait à peine 4% du marché international. Pourtant, vous avez 5 grandes entreprises aux États-Unis et en Europe qui tirent encore plus de bénéfices de cela, rien que parce qu'elles interviennent au niveau de la torréfaction et de leur label qui est mis sur les produits, Voilà. produit final. Voilà. Il faut de plus en plus que nous allions vers la transformation de nos produits pour que la valeur ajoutée reste en Afrique et dans nos pays. Parce que quand on exporte Pourquoi les est-ce qu'on n'y produits, arrive pas? quand, Depuis les années 60, nous sommes restés des pays qui produisent voilà, pour le et qui marché exportent. international. Exactement. Pourquoi est-ce que l'agro-industrie ne prend pas forme sur le continent africain et ne permet pas que l'on transforme entièrement les produits sur le continent africain? Oui, je pense que nous avons été habitués à un système et on devient plus ou moins esclave dans le système, mais je pense que de plus en plus, les États sont conscients et il y a une réelle volonté politique d'aller vers la transformation de nos produits locaux pour que, en fait, la plus-value reste en Afrique, qu'il y ait plus de création d'emplois, plus de revenus et pour les producteurs et insuffler un certain développement. Parce qu'une fois que ce secteur-là est bien développé, il permet de soutenir le secteur tertiaire et bien d'autres, l'industrie en général. Donc, Parce que l'une des choses que l'on a constatées récemment et qui va parler à tous les Africains, c'est la guerre en Ukraine qui a mis à nu la fragilité de nos pays en termes d'autosuffisance alimentaire. Comment est-ce qu'on peut encore en arriver à ces situations en 2018, 2019, 2025? oui. On peut se poser des grandes questions. Euh, Ce que vous dites est d'autant plus vrai que si l'on prend par exemple le secteur du blé, l'Ukraine à lui tout seul est un pays qui fournit une grande partie de la production de blé à l'Afrique. Et vous avez vu, ça a même été des débats politiques à un haut degré. Mais pour vous dire la vérité, il est bien possible de produire le blé en Afrique. L'Éthiopie le fait aujourd'hui. Éthiopie et même dans les pays sahéliens. Le Nigeria a aujourd'hui un programme de production de blé
Le Burkina Faso a une production de programmes de blé. Je crois que d'autres pays comme le Soudan, l'Éthiopie, par exemple, est maintenant autosuffisant en production de blé. Et le Soudan est en train d'arriver. D'autres pays dans la zone sahélienne également sont en train d'arriver. Il suffit d'avoir des variétés adaptées à la production. Est-ce que le fait de produire du blé dans plusieurs pays africains, comme l'Éthiopie et tous les autres que vous avez cités, suffira pour rendre l'Afrique autosuffisante sur le plan de la consommation du blé, en Voilà. l'occurrence? Voilà. À court terme, certainement pas. Mais à long terme, on devra y parvenir. Et il faut qu'on y parvienne, absolument. Parce que quand vous regardez un peu la consommation du blé et tous les produits dérivés, il y a très peu de ménages dans nos concessions, que ce soit en ville ou dans les villages qui ne consomment pas le pain. Imaginez-vous un produit d'aussi grande consommation dont la matière première provient de l'extérieur. Vous voyez un peu la dépendance et tout le manque à gagner en termes de revenus. Voilà, injectés pour importer le blé. Donc, il faut que nous arrivions à atteindre cette autosuffisance alimentaire ou à la limite tendre vers l'autosuffisance en termes de production de blé et éviter que nos devises aillent à l'extérieur. Et puis l'autre problème aussi, nous l'avons rencontré avec le blé, mais nous l'avons rencontré avec le riz également. Absolument. Beaucoup de riz consommé sur le continent africain n'est pas produit en Afrique. Absolument. Est-ce que c'est parce que nous avons un faible niveau d'échange entre les pays africains ou c'est parce que la qualité de riz, les espèces de riz produits en Afrique ne sont pas bonnes? De façon générale, il faut dire que la production de riz, tous les pays en produisent, mais on n'en produit pas suffisamment. Et sur le plan international, il faut reconnaître que certains pays bénéficient, ils font de la subvention en fait de leur production. Ça fait que, à la fin, le riz importé revient souvent moins cher que le riz produit localement. Donc ça encourage en fait les commerçants à aller vers l'extérieur pour en fait amener le riz et le revendre moins cher. Il y a bien d'autres produits comme le riz qui sont sujets à ce genre de problèmes. Mais je pense que il faudra aussi que l'État ait une politique interventionniste pour protéger certains produits de consommation comment dirais-je, à large échelle, comme le riz, les céréales de façon générale, les produits de première nécessité. On est obligé de les protéger. Même les grands pays ont commencé comme ça. Oui, bien sûr. Et quand ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire et même dépassé, parce que c'est ce qu'ils ont au-dessus de ce qu'ils ne peuvent pas consommer, Oui. qu'ils nous revendent. Absolument. Et c'est Voilà. pour ça que c'est moins cher Ils ont que ce que nous subventionné, produisons. voilà. Oui. Donc, il faut qu'on en arrive à ça, tôt ou tard. Et on y arrive en faisant une politique agricole commune comme pour l'Europe? Absolument. Moi, je pense que déjà, au niveau des pays, il faut qu'on alloue des fonds conséquents. Il faut que on aille à la modernisation. J'entends par modernisation, il faut faire appel à des technologies améliorées, des technologies innovantes, des technologies adaptées. Et au nombre de ces technologies, je pourrais citer par exemple la mécanisation agricole. Voilà. Si vous jetez un coup d'œil un peu partout dans nos campagnes, vous verrez que l'outil le plus utilisé est toujours la DAVA. Nous sommes en 2025 Oui. et l'outil, la DAVA, qui devrait être un outil bon pour le musée, est toujours utilisé par nos parents. Toute la famille, toute la journée est dans le champ pendant 3 à 4 mois, juste pour un petit lopin de terre. Alors que la machine aurait pu, 2 personnes auraient suffi peut-être pour travailler sur la machine et exploiter la même superficie. C'est vrai que avec quand on voit un rendement meilleur. Oui, parce que quand on voit le nombre d'agriculteurs aux Exact. États-Unis qui produisent une certaine quantité précise de blé, par exemple, et qu'on ramène ça à l'échelle africaine, il en faut beaucoup plus pour atteindre les mêmes quantités. Voilà. Donc ça, il faut mécaniser et cela doit peut-être aller graduellement. Il y a des petites machines qui permettent de labourer quelques hectares et qui sont surtout faciles à entretenir. Les motoculteurs, par exemple. Voilà, on peut commencer par ça et elles coûtent beaucoup moins cher. Et lorsqu'elles sont en panne, le petit mécanicien du village peut remplacer les pièces et vous permettre de continuer à travailler. Donc ça, c'est, je pense, très important.
Et allant dans le cadre de la mécanisation aussi, parlant de technologies améliorées, il y a, par exemple, les variétés des différentes espèces que nous utilisons. Il faut utiliser la bonne variété. Aujourd'hui, les structures de recherche, les organisations internationales, les structures de recherche nationales ont développé un certain nombre de paquets technologiques qui permettent de lutter contre un certain nombre de contraintes. Par exemple, il y a au sein de mon organisation qui est EETF, par exemple, nous faisons la promotion d'un maïs qui est tolérant à 2 insectes ravageurs. L'un des insectes ravageurs, c'est ce qu'on appelle Fall Armyworm. Et puis le deuxième, c'est la foreuse des tiges du maïs. Et cette même variété est tolérante à la sécheresse. Vous imaginez un peu quel intérêt et quel gain vous avez quand vous cultivez ce type de variété, ce type de technologie. Est-ce qu'il s'agit de technologies pour les organismes génétiquement modifiés? Ce que nous faisons, il faut séparer les choses. Par exemple, dans le cas de ETF, travaille à faire la promotion de produits variétés conventionnelles. Mais il y a aussi des variétés résultant de la biotechnologie, des OGM comme vous dites. Il faut le dire, généralement, nous travaillons à faire la promotion de produits conventionnels. Mais il y a des cas où c'est impossible. La science n'est pas capable de trouver des solutions à certaines contraintes. Je vous parlais tantôt, par exemple, de l'insecte, la foreuse des tiges, ou bien le Fall Armyworm, qui a ravagé des champs de maïs ces dernières années-là en Afrique de l'Ouest. Ouais, On n'a pas de solution. Et l'insecte résiste très souvent aux produits insecticides actuels, donc on reste impuissant en réalité à ces insectes. Il y a une variété de niébé également, dont nous faisons la promotion, qui est dérivée de la biotechnologie, c'est un OGM. Dans le niébé, par exemple, vous savez que le niébé, le haricot local, il est apprécié par les insectes. Depuis la plantation jusqu'à la récolte, jusqu'au stockage, il y a plein d'insectes qui ravagent. L'ITA, qui est l'un des instituts internationaux dont le mandat est de travailler sur cette culture, a 15 000, si je peux le dire, variétés différentes. 15 000 dans leur banque au Nigeria là-bas. Ils ont sorti chacune des variétés, ils l'ont testé, ils ont élevé les insectes, ils ont testé. Aucune variété de niébé ne résiste à cet insecte. Donc, quand on fait face à ce genre de trucs, c'est là où les scientifiques en viennent à voir s'il n'y a pas d'autres moyens, et c'est justement pour faire face à cette difficulté, on a eu recours à l'ingénierie génétique. Il y a une bactérie qui existe dans la nature qu'on appelle Bacillus thuringiensis, et cette bactérie-là est produite par une toxine qui est produite par la bactérie, et cette bactérie-là est naturellement un insecticide contre, par exemple, la foreuse des tiges. Donc, les scientifiques ont eu l'idée de dire, eh bien, si on arrive à enlever le gène de cette bactérie qui produit cette toxine et à l'insérer dans la plante va naturellement commencer à produire cette toxine-là, et la toxine permet de contrôler en fait l'insecte. Donc, ce que nous appelons niébé BT ou niébé génétiquement modifié a été obtenu à partir de ce gène. Mais vous pouvez vous rassurer, autour du développement de cette technologie-là, il y a un collège de scientifiques qui travaillent là-dessus, et il y a également un partenariat qui se noue autour. Il y a dans chaque pays où, par exemple, cette variété a été proposée pour la vulgarisation, ce qu'on appelle les agences nationaux de biosécurité. Ils jouent en fait un rôle de policier. Ils suivent depuis le développement du produit, la création du produit, jusqu'à sa vulgarisation, pour s'assurer que le produit est sain et n'est pas toxique pour l'homme, n'est toxique que pour l'insecte dont on parle, mais pas pour l'homme. D'accord. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire ou d'effet néfaste
sur l'organisme de l'être humain s'il consomme ces produits? La toxine est là, mais la toxine ne peut pas tuer l'homme. Juste suffisante pour tuer l'insecte, mais pas du tout l'homme. Parlez-nous de votre fondation, de la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique. OK. Donc, la Fondation africaine pour les technologies agricoles est une organisation internationale de promotion, de transfert de technologies agricoles en Afrique. Donc, nous intervenons dans 23 pays africains. Nous avons notre siège à Nairobi, au Kenya, Au Kenya, oui. et nous avons un bureau régional à Abuja, au Nigeria. Pour l'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique de l'Ouest, voilà. Donc, notre objectif, en fait, c'est de nous assurer que les technologies innovantes atteignent le plus petit producteur aux confins de leur village dans tous les pays africains. Donc, c'est voilà notre objectif. Comment est-ce que l'organisation est née et qui est derrière? OK. L'organisation est née il y a une vingtaine d'années de la volonté d'Africains de résoudre des questions pratiques. Vous savez que la plupart des pays africains ont des structures de recherche qui travaillent pour développer des technologies innovantes, mais le maillon le plus faible dans la chaîne de transfert des technologies, plutôt dans la disponibilisation des variétés aux producteurs, c'est le transfert des technologies. Les chercheurs ont de bons produits, de bonnes variétés, mais ces variétés-là restent généralement au niveau des stations de recherche et ne quittent pas la recherche. Donc, c'est l'une des raisons, pas la seule raison, l'une des raisons qui a en fait conduit à la création de EETF. EETF a un objectif beaucoup plus large. Nous avons trois programmes. Le premier programme, c'est le développement, en fait, la création de technologies innovantes qui vont permettre aux producteurs de sortir de la faim et de la malnutrition. Le deuxième programme que nous avons, c'est la commercialisation des produits, c'est-à-dire tout ce qui peut contribuer à améliorer le marché et la commercialisation des produits agricoles. Nous intervenons également à ce niveau. Et la commercialisation comprend un volet très important dans le circuit de transfert des technologies qui est la disponibilisation des semences aux producteurs. Une chose est d'avoir une variété, une autre chose est de s'assurer qu'il y a suffisamment de semences de bonne qualité pour que les paysans puissent les utiliser. Donc, nous travaillons à ce niveau grâce à un partenariat public-privé où nous faisons intervenir un certain nombre de facteurs au niveau des pays, d'organisation au niveau des pays, mais également, nous passons par les entreprises semencières certifiées au niveau des pays. Et ces entreprises certifiées-là ont pour rôle de travailler à accroître l'assiette disponible en semences pour faire face aux besoins des producteurs. Tout à l'heure, vous avez évoqué les organismes génétiquement modifiés et la plupart du temps, quand on les évoque, la crainte des paysans, c'est de ne plus avoir les semences qui leur permettront à la prochaine saison agricole de pouvoir semer et donc récolter après. Comment est-ce que vous vous assurez que, bien que les organismes soient modifiés, l'on puisse régulièrement avoir disponible en stock pour les paysans de quoi semer? OK. Voilà, merci. Merci de poser cette question. C'est une question récurrente qui revient souvent. Mais avant de parler de ces organismes génétiquement modifiés au niveau de l'agriculture, sachez que les organismes génétiquement modifiés existent déjà au niveau de la médecine. Savez-vous que, par exemple, quand vous allez vous faire piquer, par exemple, vous souffrez de diabète et on vous injecte ce produit que vous prenez et vous vous sentez bien. Ce produit est un OGM, mais on l'injecte directement dans le sang. Personne n'en parle. Lorsqu'il s'agit de l'agriculture, les gens posent des questions. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est plus important, c'est que nous prenons toutes les dispositions
Et il y a des experts qui font le travail, ça fait intervenir des généticiens pour croiser et développer ces choses-là. Ça fait intervenir des gens qui sont experts du génie génétique. Et même quand vous insérez le gène, il y a une longue procédure pour tester la quantité de la toxine qui a été produite. Le risque zéro n'existe pas, mais la toxine est produite en quantité si faible et ça doit respecter les normes internationales au niveau d'un certain nombre d'organismes qui connaissent les différentes toxines. Ça ne doit pas dépasser ces seuils-là, ça doit être en bas. C'est des seuils qui ne peuvent pas être nocifs à l'homme. Donc, il y a également au niveau des pays, ce que je dis, les agences nationales de biosécurité qui veillent au grain. Ils ont un collège de stage avec une équipe pluridisciplinaire de professeurs, de grands chercheurs qui examinent les dossiers. Quand vous avez la variété, vous soumettez un dossier, ce dossier-là est examiné par chose et vous devez aller, s'ils ont des questions de compréhension, vous devez aller expliquer tout pour s'assurer que lorsque vous vulgarisez un produit OGM, il n'a aucun impact négatif d'abord sur l'homme, sur les animaux, sur les organismes non cibles comme les oiseaux, etc., qui vont manger le grain au niveau du champ. Ensuite, il faut s'assurer si la toxine est rejetée dans la nature, que ça n'a aucun effet négatif sur l'environnement. Donc ça, c'est des conditions préalables. Et en fait, un dernier point important, on s'assure que une fois qu'on a développé le soudinier, il y a des analyses biochimiques qui sont faites pour s'assurer que l'insertion du gène n'a pas amené d'autres produits non désirés. C'est une fois que tout cela a été vérifié que on donne l'autorisation en fait. Donc ce n'est pas tout OGM qui est accepté. Mais l'autre risque n'est pas lié qu'à la santé. Le risque, c'est aussi la disponibilité des semis. Oui, C'est-à-dire voilà. oui. Donc voilà, pour en venir à cette question, donc vous dites que la question est de savoir, est-ce que si vous avez affaire à un OGM, est-ce que cela ne se traduit pas à la fin par le paysan ne peut plus réutiliser la semence après une saison? Oui. Le cas par exemple du niébé BT, le niébé résistant à la foreuse des gousses, c'est son nom, c'est comme ça on l'appelle, par exemple, c'est une variété et c'est simplement le gène qui permet de contrôler l'insecte qui a été ajouté. Pour tout le reste, la variété est identique à nos variétés locales. Donc, le paysan peut planter, et bien, récolter et replanter même 10 ans après, il aura toujours les choses. Donc, également, les organismes, comme j'ai dit, chargés de vérifier et de veiller à la qualité, à l'intégrité des produits, au niveau des choses, veillent à ça. Ils ne vont pas permettre, par exemple, qu'on introduise un gène terminateur qui va peut-être augmenter la dépendance vis-à-vis de l'obtenteur. D'accord. Et comment se fait l'intervention de la Fondation sur le terrain? Est-ce que vous passez par les ministères de l'Agriculture? Oui. Est-ce que vous passez par les organisations paysannes? Et comment est-ce que tout cela se met en place? Voilà, merci pour cette bonne question. Comment est-ce que nous intervenons sur le terrain? ETF a développé un partenariat riche et avec une synergie où nous avons une multitude de partenaires. Il y a des partenaires internationaux qui comprennent les bailleurs de fonds. Et il y a également des partenaires internationaux qui nous appuient parfois dans le développement même du produit ou dans dans la vérification de la qualité du produit, des partenaires internationaux. Il y a également des partenaires régionaux qui interviennent. Il y a des partenaires nationaux et ETF s'appuie surtout sur les partenaires nationaux et régionaux. Et au nombre des partenaires nationaux, il y a par exemple les partenaires de la recherche au niveau des pays. Au Nigeria, par exemple, c'est l'Institut pour la recherche agronomique, AIA. ETF, par exemple, quand le produit a été développé, le ETF a eu recours aux chercheurs, par exemple, du Nigeria, du Ghana et du Burkina Faso pour insérer
ce nouveau gène-là dans des variétés locales parce qu'à la fin, il faut que les paysans acceptent les variétés. Si vous introduisez des variétés d'ailleurs, les paysans peuvent les rejeter parce que ils ne se reconnaissent pas dans ces variétés-là, parce que les caractéristiques vont changer. Mais là, le gène a été inséré dans des variétés déjà commercialisées, acceptées par les producteurs. Donc, ce travail d'introgression génétique-là a été effectué par des chercheurs nationaux. C'est la différence avec généralement ce qu'on connaît avant. C'est des OGM qui ont été développés par des Africains. Voilà. Donc ça, c'est important. Et aussi, il y a d'autres partenaires comme les partenaires de régulation qui font la police, qui s'assurent que voilà, on respecte les règles depuis la création du produit jusqu'à la vulgarisation. Il y a des partenaires qui s'occupent en aval de s'assurer de la multiplication de ces semences-là et de la qualité, surtout à la fin, qu'on va disponibiliser pour les producteurs. C'est généralement les services semenciers, comme on les appelle dans le système francophone. Et dans tous les pays où nous travaillons, tous ces partenaires-là interviennent. Et il y a à côté de cela les ministères. Par exemple, le ministère de l'Agriculture est le premier partenaire qui est impliqué à travers les services de vulgarisation. Il y a également le ministère de la Santé qui intervient. Quand il s'agit par exemple de produits non conventionnels, ils interviennent pour s'assurer aussi que ils sont d'ailleurs dans les différents comités pour s'assurer que le produit qui est proposé respecte les normes et est sain. Il y a le ministère de l'Environnement qui intervient également et il y a également le ministère de l'Économie qui intervient dans un certain nombre de pays. Donc, les partenaires sont énormes et j'allais oublier, les partenaires les plus importants, il y a les entreprises semencières, mais surtout les paysans qui sont à la fin de la chaîne, parce que c'est eux qui vont être les derniers bénéficiaires des produits. Nous travaillons avec les paysans. Ce que nous faisons, nous travaillons à accroître les capacités des paysans à pouvoir produire les variétés. Une chose est d'avoir les variétés, si vous ne maîtrisez pas l'itinéraire technique derrière cette variété qui permet d'obtenir le rendement qui est consigné dans la fiche technique, eh bien, vous produirez en vain, vous n'atteindrez pas les rendements qui sont conseillés dans les fiches techniques. Donc, les paysans sont à la fin de la chaîne les plus importants partenaires, car c'est eux qui sont bénéficiaires de la technologie. Et ce que je n'ai pas dit, les paysans sont associés depuis le début de la création jusqu'à la fin. Je vous parlais tantôt, on insère les gènes dans des variétés locales, des variétés déjà commercialisées au niveau du pays, acceptées par les paysans. Et au cours du développement, on ramène toujours le producteur, ce que nous appelons des visites participatives, des sélections participatives au champ. Le paysan contribue entre une multitude de variétés que nous développons. Le paysan va se promener et il nous dira, eh bien, telle variété-là nous convient, et il nous dit les raisons pourquoi telle variété ne nous convient pas. Et à la fin, nous éliminons toutes les variétés qui ne conviennent pas aux paysans. Donc, nous savons que en fin de chaîne, quand nous proposons une variété, cette variété est déjà acceptée par les producteurs. Vous avez beaucoup parlé de l'aspect technologique et scientifique. Maintenant, sur le plan technique, en termes d'équipement, quand les agriculteurs, par exemple, vous disent qu'ils veulent passer de la daba à une production mécanique aujourd'hui, est-ce que vous pouvez les assister, les accompagner dans ce processus de mécanisation de leur production? Absolument. AETF s'est rendu compte qu'une chose est d'avoir des variétés améliorées. L'autre chose, c'est de s'assurer que les paysans dans leurs champs se conforment en fait aux bonnes pratiques agricoles, aux bonnes pratiques d'irrigation et aux bonnes pratiques post-récolte. Donc, ça, c'est des aspects qui interviennent et qui peuvent limiter les rendements de vos variétés. Alors, AETF a travaillé à incuber ce qu'on appelle des entreprises qui vont appuyer, par exemple, la mécanisation. Au Nigeria, par exemple, il y a une entreprise qui a été créée qu'on appelle AgriDrive. Et le rôle de AgriDrive, c'est par exemple d'essayer de mécaniser au maximum les opérations agricoles. Et vous savez, par exemple, que le manioc, qui est une culture très cultivée au Nigeria et dans les pays côtiers en général, et de plus en plus dans la zone sahélienne, la mécanisation est très difficile. Eh bien, AETF
a aujourd'hui une solution de mécanisation depuis la plantation des boutures jusqu'à la récolte. Ça a été mécanisé, il y a des machines qui font le travail. Du coup, l'impact de la mécanisation a été que les producteurs peuvent maintenant cultiver de grandes superficies en manioc. Ils ne pouvaient pas le faire avant parce que les travaux étaient manuels. Et au-delà, après la récolte, ETF a travaillé à automatiser en fait la période post-récolte. Il y a des machines, par exemple, il y a au Nigeria, au niveau de Ibadan, une machine qui a été introduite. Et cette machine vous permet, dès que vous récoltez le manioc au champ, vous mettez votre manioc, vous n'avez pas besoin de nettoyer le manioc, votre tubercule, vous le mettez dans le trémie et vous attendez de l'autre côté pour récolter la farine blanche. Voilà. Et cette machine-là va vous nettoyer le manioc, travailler le manioc, la transformer en farine, et il y a les produits résiduels qui sortent. Voilà. Certains produits vont être utilisés pour la production de compost au niveau du chaud, et certains produits vont être utilisés pour alimenter les animaux. Donc, exactement. Donc, c'est un projet pilote, mais l'idée est à long terme. L'idée de ETF est que dans le long terme, cette stratégie, ces technologies-là puissent être répliquées dans plusieurs villes du Nigeria et dans plusieurs villes au niveau de l'Afrique. D'accord. Je vais vous poser plein d'autres questions, notamment sur la question du changement climatique, les adaptations qu'il faut pour cela et de nombreuses autres choses, mais je vais me contenter d'une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de ces 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement? Merci beaucoup. Cette assemblée de la Banque africaine de développement, je dirais qu'elle vient à point nommé. Ma plus grande attente, et je crois que c'est l'attente de tous ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui travaillent pour le développement agricole, le transfert de technologies agricoles. Je pense que le plus grand bien qu'on puisse faire à l'agriculture, la banque, je l'ai dit lors d'une session qui a passé, la banque a déjà fait beaucoup pour l'agriculture à travers leur programme TACS, mais nous plaidons encore. C'est un plaidoyer que nous lançons pour qu'elle intervienne encore plus pour soutenir l'agriculture. Et comme je disais, la mécanisation a besoin d'un appui conséquent. Et un autre secteur non moins important, par exemple, c'est, je vous parlais tantôt, de la production de semences. La production de semences est gérée par des entreprises agricoles au niveau de nos différents pays. Elles produisent en tandem avec le ministère de l'Agriculture sous la diligence des services nationaux de production de semences, et elles sont chargées de contrôler, plutôt de multiplier la semence en quantité suffisante pour que les paysans puissent les avoir. Parce que votre variété, si elle n'est pas multipliée en quantité suffisante et si elle n'est pas de qualité, eh bien, le problème va demeurer. Donc, ce domaine de production de semences la demande une spécialisation, et c'est des entreprises qui les font, des entreprises agricoles qui produisent la semence. Ces entreprises ont un équipement, toute une machinerie pour battre les semences après la récolte, et même depuis le champ, il faut mécaniser, battre les semences, trier les semences, ensuite conditionner les semences, et traiter les semences avant de les vendre, de les disponibiliser auprès des producteurs. Alors, ces entreprises, pour la plupart, bien qu'elles aient obtenu des financements de l'État pour leur permettre de fonctionner, être autonomes, elles ont toujours des problèmes parce que, pour la plupart, le problème récurrent, c'est quoi? Les entreprises, certaines d'entre elles manquent par exemple du fonds de roulement pour pouvoir multiplier la semence. Et donc, il faudrait une intervention de la banque pour leur donner un accès plus accru au financement. Voilà. Et quand bien même elles sont capables de produire la semence, certaines produisent la semence en utilisant des outgrowers ou des producteurs relais dans les villages. Et au moment d'aller récupérer la semence, puisqu'ils signent des contrats avec ces producteurs-là, ils n'ont pas le cash disponible. Ces semences restent pendant longtemps.
ce qui est sujet, elles peuvent être attaquées par des insectes, etc. Mais ce qui arrive souvent, c'est que pour une culture, par exemple, comme le niébé, le haricot, le prix du marché augmente à un certain moment et atteint le prix de la semence. Alors, quand le prix du marché du grain atteint le prix de la semence, le paysan n'a aucun intérêt à revendre ça à l'entreprise. Elle fait passer la semence comme grain, vend ça comme du grain dans le marché, et c'est une perte parce que la semence est d'une meilleure qualité. Elle est apte à germer alors que le grain n'est pas toujours chaud. Donc, vendre la semence comme grain, c'est le plus grand gâchis. Et malheureusement, nous faisons face à ces cas-là dans plusieurs pays de la sous-région. Donc, mon plaidoyer, c'est que la banque puisse intervenir pour soutenir la mécanisation, soutenir la production des semences à travers des petits crédits, comme on appelle, pour que les entreprises puissent avoir des fonds de roulement et aussi payer la semence une fois que les outgrowers ont fini de les produire au champ. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste de la Salle Tinigré. Ça a été un plaisir de vous écouter. J'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger de façon plus approfondie. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Encore. On aura bien d'autres occasions. Et merci à vous de nous avoir regardés. Restez surtout en compagnie de New World Economy. À bientôt.